Bonjour à tous et bienvenue à Science on tourne. Aujourd'hui, nous sommes en direct à l'Université de Haute-Alsace à Mulhouse et j'ai le plaisir de vous présenter professeur Michel Basset. Bonjour professeur. Bonjour à tous. Sans tarder, je vous propose de regarder un film que nous avons réalisé ensemble, qui dure à peu près 30 minutes et que nous avons intitulé « La voiture autonome » puisque c'est le sujet du jour. À la fin du film, nous reviendrons en direct et c'est à ce moment-là que vous pourrez poster toutes vos questions et professeur Basset y répondra en direct. Voilà, je vous souhaite un bon film et à tout à l'heure pour vos nombreuses questions. Attention, science, on tourne. Aujourd'hui, Science on tourne vous propose un sujet sur le véhicule autonome. Et c'est Michel Basset qui va tout vous expliquer. Michel Basset est professeur des universités et directeur de recherche au laboratoire MIPS de l'Université de Haute-Alsace à Mulhouse. On y va! Dans notre laboratoire, nous avons ici un garage, un hall d'essai où nous avons donc nos véhicules de test avec lesquels donc, nous allons pouvoir valider tous les développements en recherche que nous faisons dans le cadre du véhicule autonome. Alors c'est quoi le véhicule autonome ? Le véhicule autonome, d'abord véhicule, ça ne veut pas dire forcément que voiture, ça veut pouvoir dire aussi un avion au sol, ça peut pouvoir dire un train, ça peut dire un tramway, ça peut vouloir dire un vélo qui pourrait être autonome aussi, pourquoi pas, on a déjà vu des travaux dans ce domaine-là aussi. Donc véhicule, c'est véhicule au sens large et autonome, ça veut dire qu'il va pouvoir bouger d'un point A à un point B de manière complètement automatisée. Pour cela, il y a besoin de beaucoup de sciences, de technologies, d'intégration et pour pouvoir arriver à cela, on va essayer de séparer le problème qui est très complexe en différents problèmes plus simples. Alors cette tâche qui va permettre de réaliser l'autonomie du véhicule, eh bien on va essayer de la séparer avec une couche navigation, une couche perception, une couche commande de la voiture et puis après une couche stabilisation de la voiture. Par rapport à cela, sur la navigation, c'est par exemple, on peut utiliser une application qu'on trouve sur notre portable et qui va nous permettre de nous trouver une route entre le point A et le point B et qui va nous générer une trajectoire qu'il faudra suivre et ça en toute sécurité. Alors cette trajectoire, c'est une trajectoire qui est issue d'une cartographie, mais cette trajectoire, évidemment, elle est vivante, c'est-à-dire que celle qui est dans votre portable, eh bien, elle ne tient pas compte de ce qui peut se passer en termes de travaux, en termes de trafic, en termes de personnes qui peuvent passer devant vous, etc. Donc, évidemment, on imagine bien que pour pouvoir déplacer les gens dans un véhicule automatisé en toute sécurité, il va falloir avoir une très bonne perception de l'environnement en temps réel, qu'il va falloir aussi adapter la trajectoire à suivre, puisque s'il y a des travaux, il va falloir en trouver une autre, et puis aussi qu'il va falloir commander le véhicule de façon complètement sécurisée, mais en plus, qui tienne compte éventuellement de certains défauts qui pourraient arriver sur ce fameux véhicule. Et donc, par exemple, si on imagine qu'un actionneur tombe en panne ou si un capteur tombe en panne, eh bien, il va falloir savoir quoi faire pour quand même essayer, si c'est possible, de terminer cette mission. On parle de véhicules autonomes, mais si on voulait prendre la problématique dans sa globalité, il faudrait parler aussi de villes du futur, ou en tout cas de villes intelligentes, parce que le véhicule finalement autonome est un... Alors d'abord, c'est une vraie rupture que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, hein, donc tout ça va très vite, ça a été lancé par Google il y a maintenant une petite vingtaine d'années. Maintenant, tous les constructeurs automobiles sont sur ce créneau-là, sur ce créneau de développement technologique afin de rendre les véhicules complètement automatisés. On va y aller par étapes, puisqu'on va aller d'une automatisation. Actuellement, on a par exemple des systèmes ABS, des systèmes ESP, mais bientôt on aura des systèmes qui vont vous permettre d'aller sur l'autoroute de manière complètement automatisée et de vous permettre de reprendre la main au volant après. Il faudra dans tous les cas, dans un premier temps, que vous restiez en tant que conducteur derrière le volant. Et puis, en fonction de ces différentes étapes, à un moment donné, la voiture pourra se conduire toute seule du point de départ jusqu'au point de destination.
Alors, je parlais de ville intelligente parce que si on parle de véhicules autonomes, de voitures autonomes ou d'un objet qui va se déplacer tout seul et qui transportera des gens ou de la marchandise ou les deux, eh bien, il faut imaginer que ça va complètement bouleverser la vie dans les villes, puisqu'en fait, on n'imaginera plus la voiture individuelle comme on l'imagine là, c'est-à-dire ça pourra être des véhicules autonomes privés ou publics ou partagés à la demande, etc. Et en plus, on a une tendance qui est en train de croître vers le véhicule électrique, tout électrique. Et donc, de ce point de vue-là aussi, ça va changer la cartographie de la ville, puisqu'en fait, ce véhicule électrique fera beaucoup moins de bruit, ne sera pas polluant. Et donc, eh bien, si on regarde un petit peu les grands axes d'une ville aujourd'hui, avec le bruit que ça peut faire, la pollution que ça peut amener, etc., si on imagine ces mêmes axes avec des véhicules beaucoup plus silencieux, qui ne polluent pas, moins nombreux, puisqu'on va partager ces véhicules et on va les rendre beaucoup plus opérationnels, efficaces et utilisés dans la journée, dans la nuit, dans ce qu'on veut, eh bien, si on imagine moins de voitures, je pense qu'effectivement, à un moment donné, on aura sans doute moins de voitures, en tout cas dans les centres-villes, eh bien, ça va changer vraiment la façon de penser, la façon d'aménager une ville. Et c'est là qu'on parle de ville intelligente. Les enjeux du véhicule autonome sont importants et nombreux. Si aujourd'hui on voit déjà beaucoup de constructeurs qui fabriquent des véhicules autonomes avec certaines spécifications, il reste encore aujourd'hui beaucoup de choses à résoudre. Par exemple, pour la partie perception, eh bien, si on veut qu'un véhicule autonome puisse emmener en toute sécurité des gens ou de la marchandise, il faut que la perception puisse être fiable. Et cette perception, c'est une perception de l'environnement qui est l'environnement immédiat du véhicule autonome. Il va falloir pouvoir percevoir de manière très fiable un piéton qui va traverser, un cycliste qui est à côté, une voiture qui vous double, etc., etc. Et ça, en temps réel. Et là, s'il y a déjà eu beaucoup de progrès à la fois scientifiques, techniques, technologiques qui ont été faits pour pouvoir avoir une bonne perception appliquée aux véhicules autonomes, eh bien, il reste encore, par exemple, lorsque la météo est très mauvaise, lorsque vous avez des marquages au sol qui peuvent induire des erreurs, lorsque vous avez des objets qui bougent mais qui peuvent se confondre, lorsque vous avez aussi des couleurs qui ne sont pas forcément très contrastées, eh bien, il y a encore des cas qu'il faut résoudre encore aujourd'hui afin de rendre cette perception totalement fiable. Pour illustrer les enjeux et surtout ce qui reste encore à faire au niveau du véhicule avec un autre exemple, au niveau de la commande de ce véhicule autonome, on imagine bien que si on perçoit très bien la scène avec les objets qui sont devant nous, imaginons qu'on soit dans une situation en ville où il y a beaucoup d'obstacles devant, bien on pourrait arriver quasiment à une situation où le véhicule ne bouge plus parce qu'il ne veut plus renverser ces obstacles, il ne sait plus comment éviter ces obstacles. Donc là aussi, en termes de commande de véhicules autonomes, il y a encore beaucoup de choses à faire pour qu'on puisse décider de la stratégie à adopter sur la commande de ce véhicule et surtout arriver à commander ce véhicule en garantissant une certaine sécurité à la fois des personnes dans le véhicule autonome, mais aussi des usagers de la route, c'est-à-dire les piétons, les cyclistes, les autres automobilistes, qui vont être autour de ce véhicule autonome. C'est pour ça qu'on parle aussi de risque. Alors le risque est une notion qui est importante parce que en fait, pour le moment, quand on conduit notre voiture, eh bien, on n'a pas vraiment conscience du risque que l'on prend. Nous travaillons aussi sur une évaluation temps réel du risque, tout simplement parce que dès lors que l'on conduit, ou dès lors qu'un véhicule autonome va bouger, c'est-à-dire qu'il va avoir une vitesse différente de zéro, eh bien, il va prendre aussi un risque pour les passagers et aussi pour les autres. Et donc, tout l'enjeu va être de savoir jusqu'à quel niveau de risque on sera capable d'accepter, à la fois pour ceux qui sont les passagers qui sont dans la voiture, mais aussi pour les gens qui sont autour. Il faudra accepter ce risque. Cette question du véhicule autonome est complexe, car elle nécessite d'apporter des connaissances dans différents domaines scientifiques, les mathématiques, l'informatique, l'automatique, la mécanique, et je ne pourrais pas tous les citer, les sciences humaines, parce que aussi il faut savoir comment on va appréhender tout ça. C'est très vaste, c'est un sujet par nature très transversal et complexe. Pour cela, effectivement, il va falloir aussi s'attaquer à beaucoup d'équations, beaucoup de
solutions technologiques pour intégrer la mesure, pour pouvoir aussi prendre des décisions. Donc, par rapport à cela, on va être obligé de pouvoir se référer à tous ces domaines scientifiques-là. Pour répondre à cela, en ce qui nous concerne, évidemment, l'équipe de recherche que je dirige est impliquée dans le développement de solutions pour le véhicule autonome, mais ça ne suffit pas, parce que nous n'avons pas toutes les compétences pour répondre à cela, et donc nous sommes évidemment en relation avec d'autres laboratoires, des industriels, etc. Alors en termes de laboratoire, nous avons à peu près au global une quarantaine de chercheurs qui vont travailler pour apporter des solutions en perception, en commande, dans l'analyse du risque, etc. Et puis évidemment, nous sommes aussi en collaboration avec des industriels pour avoir un feedback de la part des industriels et pour travailler avec eux, pour savoir comment intégrer les solutions que nous apportons en recherche dans ce domaine-là. Tous les travaux de recherche que nous menons au sein même de notre équipe, mais aussi en collaboration avec d'autres laboratoires et des industriels, ont des applications bien évidemment dans le domaine du véhicule autonome pour des besoins spécifiques. Par exemple, nous avons le projet Sympa qui est en cours et qui est dédié donc à pouvoir proposer une solution de véhicule automatisé à la demande pour des personnes à mobilité réduite afin de les rendre plus autonomes, ces personnes, chez elles. Donc on veut en fait par exemple pouvoir dire à une personne qui ne peut plus conduire elle-même, eh bien de pouvoir rester plus longtemps à domicile et de pouvoir commander, selon sa volonté, un véhicule autonome qui l'emmènera pour ce qu'elle a envie de faire, pour aller chez le médecin, pour aller faire ses courses, etc. Un autre exemple aussi est de pouvoir, avec une autre société, eh bien de pouvoir voir comment on peut imaginer les recharges automatisées de véhicules électriques dans une ville. Et bien ça aussi, si on a par exemple une flotte de véhicules électriques qui est à disposition des citadins, eh bien on veut pouvoir par exemple imaginer comment on peut gérer cette flotte de véhicules et comment les recharger automatiquement pour les laisser à disposition des personnes et les optimiser leurs usages de manière efficace. Donc tout ça, ce sont des applications qui sont des applications à court terme et qui montrent un petit peu ce que l'on peut faire avec les travaux de recherche que nous menons et que nous allons développer et détailler un petit peu par après. Je vous propose d'aller voir maintenant de plus près une de nos doctorantes qui travaille sur le sujet du véhicule autonome. Pour sa part, son travail est d'améliorer la perception du véhicule et donc elle va travailler sur l'association d'objets afin d'améliorer la perception 360 degrés de ce véhicule autonome. Je travaille au sein du laboratoire sur la partie perception sur le véhicule autonome. Donc mon rôle, c'est de pouvoir proposer des algorithmes qui seraient embarqués au niveau du véhicule pour permettre à la voiture de voir ce que l'être humain voit lorsqu'il la conduit. Donc le but, ce serait de détecter les piétons, les cyclistes ou tout type d'objets mobiles dans la Seine pour pouvoir les éviter par la suite. Il existe au bord de la voiture plusieurs capteurs qui permettraient d'assurer une perception globale de l'environnement. Parmi ces capteurs, il y a des caméras donc, qui représenteraient l'œil humain. Il y a aussi ce qu'on appelle des radars. Il y a également un capteur qui s'appelle le lidar. Donc, c'est un capteur qui permet d'émettre des signaux laser pour détecter donc, une présence d'un objet ou d'un obstacle. Donc le but de mon travail, c'est de pouvoir fusionner toutes ces informations-là pour que le système soit robuste à n'importe quel événement. Donc pourquoi est-ce qu'on fusionne tous ces capteurs-là? C'est parce que la caméra, par exemple, va nous donner une information en 2 dimensions, alors que le lidar, par exemple, va nous donner une information en 3 dimensions. Et dans certaines situations, lorsqu'il fait noir ou lorsque le climat n'est pas très bon, la caméra est incapable de voir les obstacles. Alors que le lidar qui va détecter des obstacles, peu importe donc les conditions climatiques, lui va être là pour remplacer ou donner plus d'informations à la caméra.
Du coup, le but de la fusion d'informations, c'est de pouvoir traiter toutes ces informations-là qui viennent de plusieurs sources et de gérer et prendre une décision par la suite sur la présence ou pas d'un obstacle dans l'environnement. Généralement, ce capteur va être positionné sur le toit de la voiture. Comme ça, on pourra voir en 360 degrés tout ce qui se passe dans la scène routière. Par exemple, là, on est en train de faire une acquisition des informations qui sont capturées par ce capteur et on arrive à voir ce qui se passe dans cette salle. Par exemple, on voit très bien qu'il y a une présence de 1, 2 et 3 individus. Donc l'œil humain arrive clairement à distinguer la différence entre les objets. Par contre, la voiture est incapable de faire ceci. Par conséquent, le but de nos travaux serait de permettre au véhicule d'interpréter les informations qui sont présentes, qui sont émises par ce capteur, et donc les interpréter par la présence de plusieurs objets. Alors cette phase est appelée la phase de détection d'objets. Alors ces objets peuvent être mobiles ou alors ils peuvent être statiques comme le cas des signaux ou des panneaux dans la route. Tout l'enjeu est de distinguer à partir de ces informations-là, donc de ces points-là, les différents objets ou les différents piétons dans la scène. L'algorithme doit être capable de suivre ces objets-là et prédire leur position pour qu'en finalité, on puisse les éviter. C'est en réunissant tous ces éléments qu'on peut passer à la phase commande du véhicule. Le module de commande vise à agir sur les différents actionneurs du véhicule, à savoir le volant, le frein, l'accélérateur. Et dans ce module de commande, il y a deux parties. Il y a une partie pour le guidage latéral, ça veut dire agir sur le volant. Il y a la partie, le guidage longitudinal, qui consiste à agir sur l'accélérateur et le frein. Moi, ma partie, elle est plus sur la partie guidage latéral, ça veut dire agir sur le volant pour suivre une certaine trajectoire prédéfinie. Pour pouvoir faire le guidage latéral, on aura besoin d'une trajectoire prédéfinie. Donc, dans un premier temps, il faut enregistrer des coordonnées GPS d'une trajectoire donnée, et après essayer de la rejouer. Et pour la rejouer, il y a certains algorithmes qui permettent de bien suivre la trajectoire. Donc, il y a une partie de positionnement. On va essayer de s'approcher, on va essayer de trouver le point le plus proche de notre véhicule. Et ensuite, il y a une partie du contrôleur. Le contrôleur, c'est lui qui va remplacer l'être humain et qui va envoyer l'angle de braquage à faire pour pouvoir suivre cette trajectoire. Donc ma partie consiste à développer une première partie, c'est de générer une certaine référence et ensuite de la suivre. Donc c'est développer un contrôleur qui va remplacer l'être humain pour pouvoir suivre cette trajectoire. Il y a 3 phases dans mon travail. Donc il y a la première partie, c'est la partie théorique. La deuxième partie, c'est la partie simulation. Et la troisième partie, c'est la partie expérimentale. Dans la partie théorique, donc consiste à regarder les travaux de recherche qui existent. Après, il faut les développer en simulation et faire une contribution par rapport aux travaux qui existent. Une fois c'est développé en simulation et validé, on va passer à la partie expérimentale. Donc, et dans cette partie, on doit valider nos algorithmes sur un vrai véhicule. La finalité, c'est de valider le système en expérimental et il doit marcher. Pour ma partie, c'est la partie guidage latéral. Donc, il faut bien suivre la trajectoire prédéfinie à n'importe quelle vitesse et pour n'importe quelle courbure de trajectoire. On voit dans cet exemple un environnement de simulation plus complet. Donc, c'est un environnement en 3D. Il s'appelle CarMaker.
Donc, il va nous permettre de visualiser et de valider le contrôleur qu'on a développé. Ce que vous venez de voir, je l'ai appliqué sur un vrai véhicule, sur le véhicule expérimental du laboratoire, et été appliqué aussi dans le cadre du projet SYNFA. Ce projet consiste à transporter les personnes à mobilité réduite d'un point A vers un point B. Derrière moi se trouve le véhicule qui est utilisé pour valider l'ensemble des recherches de notre équipe et qui est également utilisé dans le cadre de différents projets. Nous ici, au niveau du protocole de démonstration, nous travaillons avec Joël sur ce véhicule, aussi bien à la partie mécanique que la partie informatique embarquée. Donc chacun de nous avons des tâches spécifiques pour faire en sorte que ce véhicule soit fonctionnel et opérationnel pour les travaux de recherche et pour les projets. Mon collègue Joël s'occupe de la partie mécanique et moi je m'occupe de la partie informatique industrielle. L'informatique industrielle dans ce type de projet, c'est avant tout de l'électronique embarquée et de l'informatique embarquée. C'est-à-dire que cette voiture, elle contient un ordinateur qui a à son bord tous les algorithmes qui sont développés en simulation par les collègues. On va ainsi pouvoir utiliser les algorithmes des collègues dans le véhicule expérimental pour pouvoir valider l'ensemble des travaux qu'ils réalisent. Pour ma part, dans la partie mécanique, je suis intervenu sur le volant pour pouvoir intégrer ce système à l'intérieur du véhicule. Ce volant est maintenant capable de répondre au cahier des charges défini précédemment. L'un des projets sur lesquels nous travaillons en ce moment est le projet SYNPA, qui permet à des personnes en situation de handicap d'utiliser ce véhicule en mode autonome pour se déplacer d'un point A à un point B. Le projet a été mis en place avec la ville de Mulhouse, le centre de réadaptation de Mulhouse, l'entreprise Sinovo de Strasbourg et le laboratoire MIPS de l'Université de Haute-Alsace. Donc nous, on avait fourni la voiture et notre compétence autour du véhicule autonome, et puis les autres partenaires ont fourni leurs compétences pour qu'on puisse aboutir à une voiture, ou en tout cas un service pour les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, on va effectuer une démonstration dans la ville de Mulhouse, avec la voiture qui roule toute seule, et à son bord, une personne en situation de handicap qui va d'un point A à un point B. Le point A étant un arrêt de tram et le point B étant l'arrivée de la personne. Aujourd'hui on l'a simulé, mais ça peut être un arrivée de son choix. C'est une voiture intelligente puisqu'elle est là pour remplacer le pilote, en tout cas pour pouvoir faire les mêmes actions que lui, c'est-à-dire pour pouvoir percevoir son environnement et agir sur les actionneurs de la voiture que sont le frein, le volant et l'accélérateur. Alors dans ce véhicule, il y a toujours un volant et des pédales. Pour une première raison très simple, c'est qu'on peut repasser à tout moment du mode autonome en mode manuel, c'est-à-dire que l'opérateur peut reprendre la main et décider de faire une manœuvre qui n'était pas prévue par le système. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce qu'aujourd'hui, on fait un essai dans la ville de Mulhouse. Donc on est sur une véritable route, et sur une véritable route, le pilote doit être maître de son véhicule à tout moment. Donc dans une voiture autonome, la notion de pilote est un petit peu vague. C'est une raison juridique, c'est un thème qu'on est en train d'explorer. Et pour le cadre de cette démonstration, nous avons un pilote derrière la voiture, derrière le volant, qui ne va pas le toucher, mais qui peut reprendre la main si besoin. Il assure la sécurité, la responsabilité du véhicule et simplement il répond aux caractéristiques de la loi. Le projet de véhicule autonome à destination des personnes en situation de handicap, ça a été commencé en mars 2016. Donc là, on est à mi-parcours du projet. On a rajouté beaucoup d'instrumentation sur notre véhicule et puis on va continuer encore jusqu'à la fin du projet et même au-delà, puisqu'on aimerait poursuivre avec un second projet toujours sur cette thématique. La thématique du véhicule en elle-même, du véhicule autonome en elle-même, ça fait 20 ans que tout le monde travaille dessus, donc ce véhicule en particulier, ça fait 3 ans, mais bon, on ne se sert pas uniquement de notre compétence, mais de la compétence de tous les collègues du monde entier. Je trouve ça formidable parce qu'on retrouve son indépendance et c'est le rêve de toute personne à mobilité réduite, c'est un rêve. J'ai pas fait grand chose parce que ça a été programmé, mais on m'a tout expliqué et franchement ça a l'air vraiment très facile au fait. Il y a le banc et le siège qui sort. Et après, en fait, vous avez une deuxième manette et c'est pour l'ouverture du toit. Donc il sort c'est un bras en fait. Il sort le bras, vous mettez des liens pour le fauteuil en fait. Et il s'accroche et puis il remonte, vous appuyez sur le bouton inverse pour que ça remonte et ça le ferme. Et puis après, vous avez juste à fermer la portière, mettre votre ceinture et c'est parti.
C'est ce genre de choses que j'attendais, oui. J'aurais pas pensé que ça puisse exister, mais on n'arrête pas le progrès. C'est une autre façon de pouvoir rendre accessible à la fois la ville, puisque là, sur les essais qui ont été faits, ça se passe en ville, mais on pourrait imaginer aussi la même chose pour des personnes à mobilité réduite qui sont dans la campagne, qui sont toutes seules chez elles et qui veulent, par exemple, faire quelques kilomètres pour aller faire leurs courses. Donc un véhicule automatisé pourrait très bien venir les chercher et les emmener là où elles le souhaitent. Pour le moment, on est en train de tester toutes les fonctions d'automatisation du véhicule, aussi de tester un petit peu les fonctions de gestion du trajet qui va être fait. Là, dans les prochains temps, ce qu'il faudra, c'est qu'on puisse en plus pouvoir finir de développer l'application qui permettra à la personne chez elle de pouvoir commander, quand elle le souhaite, un moyen de déplacement ou un ensemble de moyens de déplacement. Ça peut être par exemple la voiture automatisée qui va venir la chercher devant chez elle, qui l'emmènera jusqu'à la destination, ou alors cette voiture qui l'emmènera à une station de tramway la plus proche, etc., si elle peut prendre le tramway. Donc ça, c'est l'application qu'on est en train de développer en parallèle et qui va pouvoir gérer tout cela. Et donc dans les 2 prochaines années, on va tester cette application avec, dedans, évidemment, le véhicule automatisé qui sera un des moyens de transport parmi tous les moyens qu'on peut avoir à disposition dans une ville ou même en dehors de la ville. Ce projet s'inscrit dans la ville du futur. Ce n'est pas juste le moyen de transport, c'est vraiment penser la ville différemment, avoir une accessibilité aux personnes à mobilité réduite différente pour pouvoir leur permettre d'accéder à cette ville ou en dehors de la ville de manière beaucoup plus facile pour elles. Et comme ça a été dit tout à l'heure par la personne handicapée qui a fait le test, de pouvoir vraiment avoir une autonomie beaucoup plus grande. Et aujourd'hui, c'était la démonstration, comme vous l'avez vu, avec une personne du CRM qui a très volontairement prêté sa participation à cet essai. Et je pense qu'elle est très enthousiaste à cela et elle a vraiment très bien apprécié. Donc pour nous, c'est super. J'espère que ce sujet vous a plu, qu'on a pu vous éclairer sur le véhicule autonome, ce qui existait et ce qui reste encore à faire. Je me tiens à votre disposition maintenant pour toutes vos questions. J'espère que le film vous a plu et nous passons donc à la séquence questions-réponses avec le professeur Basset. Alors juste une petite remarque avant de commencer, vos questions ne s'affichent pas directement à l'écran, mais elles sont d'abord triées avant d'être publiées. Voilà, donc je commence. Le véhicule automatisé serait-il une solution pour la problématique de l'alcool au volant ? Demande Jeffrey. Alors oui, c'en est une, oui bien sûr, c'en est une, et c'est là aussi un des intérêts du véhicule autonome, hein, c'est que il suffit de lui dire où aller et puis il va prendre la main. Alors ça c'est pas pour tout de suite par contre, parce qu'avant de le rendre complètement autonome, c'est-à-dire en imaginant que le conducteur ne doive plus être devant le volant, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de volant, eh bien, avant qu'on en soit à ce stade-là, il va déjà se passer un certain nombre d'étapes. Mais oui, évidemment, c'est justement une réponse qui est intéressante pour ça, justement. Pensez-vous que les adolescents seront en mesure d'utiliser les véhicules autonomes ? Oui, nettement mieux que nous. Moi, c'est un petit peu particulier parce que je travaille dedans, mais je pense que ça sera beaucoup plus facile d'utilisation pour les jeunes que pour ceux qui ont déjà eu l'habitude de conduire pendant pas mal d'années leur véhicule de façon classique. Et il n'y a qu'à voir un petit peu les téléphones portables, etc., pour voir qu'en fait, les gens et les jeunes en particulier s'approprient très bien les nouvelles technologies. Oui. Je n'ai pas trop de crainte par rapport à ça, non. Qu'en est-il de vos collaborations au niveau international sur les voitures autonomes ? Alors, nous sommes un laboratoire de recherche, donc en tant que laboratoire de recherche, naturellement, nous sommes amenés à travailler, pas tout seul, mais avec beaucoup de collègues, que ce soit en France ou à l'étranger. Et évidemment, on a des collaborations, que ce soit avec l'Université de Budapest, que ce soit avec l'Université d'Oran ou encore avec d'autres universités. Et sur le plan français, on travaille aussi avec l'université le laboratoire Gypsalab de Grenoble, par exemple. Enfin, voilà, on a tout un tas de collaborations, mais en tant que laboratoire, on le fait naturellement. C'est-à-dire que le chercheur aujourd'hui ne travaille pas tout seul dans son coin, et nous, ici à Mulhouse, mais on travaille vraiment en collaboration avec d'autres chercheurs parce que le problème n'est pas simple, quoi. D'accord. Dans la ville du futur, les véhicules auront-ils en moyenne la même capacité qu'aujourd'hui en nombre de passagers ?
Alors ça, c'est une question qui n'est pas facile à répondre. Je crois que dans le reportage, j'ai dit qu'effectivement, les véhicules automatisés viendront d'abord en complément des moyens de transport qui sont actuels, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas remplacer forcément les tramways, le métro pour les très grandes villes, les tramways, les bus, etc. Ils vont venir en complément de ces moyens de transport, notamment dans des zones qui ne sont pas très bien desservies et qui pourront être à la demande. Alors par contre, si on imagine dans les villes que le véhicule automatisé sera, on va dire, partagé, un peu à l'instar des applications comme Blablacar, comme ce genre de choses, ou les voitures en partage, etc., eh bien, ça va diminuer le nombre de voitures en ville, puisque ces véhicules vont être utilisés de manière plus efficace. Et normalement, ce qui est prévu, en tout cas, c'est que ça diminue le nombre de véhicules. Oui. À quand le véhicule autonome sur les routes de France, demande Sylvie. Alors ça, c'est une question qui n'est pas simple. Si on regarde un petit peu toutes les annonces, les effets d'annonce qui sont donnés, alors les estimations les plus optimistes commencent vers 2020 pour aller vers les 2030, etc. Je pense que ce qu'il faut dire là-dessus, c'est que l'automatisation sera faite par étapes. Et elle sera faite par étapes et elle sera faite aussi en fonction des usages. Sur la voiture telle qu'on la connaît aujourd'hui, eh bien ces véhicules, comme on les connaît là, on voit déjà certaines fonctions d'automatisation dans une voiture que je vais classer de un petit peu actuelle. Eh bien, on va pouvoir, au lieu d'avoir, par exemple, juste sur autoroute, ça va commencer sur autoroute. Je vais peut-être commencer par là, ça va commencer sur les autoroutes. Pourquoi ? Parce que sur les autoroutes, en fait, c'est un milieu qui est sécurisé. C'est-à-dire qu'en fait, sur les autoroutes, tout le monde roule dans le même sens. Vous avez une route qui est en plus sécurisée avec des grillages qui sont le long, donc normalement, il ne devrait pas y avoir d'animaux qui circulent. Ça peut arriver de temps en temps, donc il faut aussi pouvoir calculer, détecter et réagir en fonction d'obstacles qui pourraient survenir. Mais sur ces autoroutes-là, ce qu'on va voir arriver très prochainement, donc là, dans les années qui viennent, dans les 2-3 années qui viennent, on va avoir des fonctions d'automatisation qui sont non seulement, comme ça existe aujourd'hui, sur la vitesse, c'est-à-dire qu'on met le régulateur de vitesse, ça c'est ce qui existe, mais on va avoir aussi la régulation sur le volant, c'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de toucher sur le volant sur autoroute, et donc le véhicule va rester dans sa voie dans un premier temps, et juste après, il va pouvoir aussi, en fonction par exemple d'un véhicule qui sera devant nous, automatiquement doubler, se mettre dans l'autre voie et revenir dans sa voie. Ça, c'est les prochaines automatisations. Et ça, c'est dans les prochaines années. Après, eh bien, on va aller progressivement vers le complètement autonome. Le complètement autonome, c'est un véhicule, il faut bien se rendre compte, c'est que lorsqu'on n'aura plus besoin du conducteur derrière son volant, c'est un véhicule qui n'aura plus de volant, plus de pédale. Ça sera un peu comme un habitacle et vous vous mettez dedans, vous pouvez dormir, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça, c'est pas pour tout de suite, ça c'est pour dans plusieurs années, voire une dizaine ou une vingtaine d'années. Oui. Alors, Périgueux nous demande quel serait le coût pour un déplacement. Alors ça, c'est une question qui est à la fois importante et puis complexe à calculer. Je ne vais pas me risquer à calculer ce coût-là parce que le coût dépendra... alors, si le coût, c'est le coût de la voiture, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, une voiture autonome va demander beaucoup plus de capteurs qu'il y en a aujourd'hui. Par contre, si on imagine une production de nombreux véhicules autonomes, évidemment, le coût de ces capteurs va diminuer. Pour faire aujourd'hui un véhicule autonome, eh bien, c'est des véhicules qui valent plusieurs centaines de milliers d'euros. Ce sont des prototypes. Au jour d'aujourd'hui, les capteurs valent très cher. Donc, pour cela, on ne pourrait pas imaginer ces véhicules tels qu'ils sont dans les concept cars des constructeurs, etc. On ne pourrait pas imaginer ces voitures-là de les commercialiser à ce prix-là. Il y en a un qui le fait, qui est le constructeur Tesla, qui fait des voitures haut de gamme, qui commence lui à déjà dans ses voitures de sport à intégrer un certain nombre de choses en termes d'automatisation, comme je l'ai évoqué juste avant, c'est-à-dire la notion de pouvoir sur autoroute avoir un guidage avec le volant et la vitesse automatisée. Ça a posé d'ailleurs quelques problèmes puisqu'il y a eu un accident assez grave avec un utilisateur de ce véhicule. Donc on voit que c'est encore pas complètement
complètement figé. Alors pour revenir sur le coût, je dirais que le coût des capteurs, etc., va baisser dans les prochaines années parce que le nombre de véhicules va augmenter, ça c'est clair. Et après, le coût global du trajet, ça sera à l'usage. Donc là, c'est clair que ça dépendra de cet usage-là. Alors, est-ce que le prototype montré est 100% électrique? Pas du tout. Donc le véhicule qui est montré, si on parle de notre véhicule d'essai, c'est un véhicule classique qui est un véhicule diesel. Alors je vais faire hurler tout le monde, je pense, de ceux qui nous regardent, parce que bon, effectivement, c'est pas très écologique, etc. Le diesel est montré du doigt, à juste titre d'ailleurs, parce qu'effectivement, ça émet des émissions de polluants, etc. Ce qu'on n'a pas montré, c'est qu'on a le même véhicule sur un petit véhicule électrique, mais c'est pas parce que c'est électrique. Alors évidemment, le véhicule électrique, lui, n'émet pas de polluants, donc il n'émet pas de pollution. Par contre, pour faire un véhicule électrique qui va être autonome et qui va pouvoir aller sur quand même des distances pas trop courtes, parce qu'il faut quand même qu'on puisse aller mais aussi revenir, eh bien il faut quand même un certain nombre de batteries embarquées qui va être conséquent. Il faut les recharger. Il faut les recharger rapidement parce que quand on regarde pour faire un plein, si on fait un plein d'essence ou un plein de gasoil, ça nous prend, allez, on va dire 10 minutes, maximum un quart d'heure. Eh bien, en fait, l'usage qu'on peut avoir de ces véhicules électriques, la personne est capable de supporter à peu près ce temps-là. Si on lui dit, voilà, il faut attendre 1 heure pour pouvoir faire la recharge au bord de la route, ça va être un peu long pour lui. Donc, on n'est pas trop habitué à ça. Donc là, il y a beaucoup de constructeurs, d'équipementiers, de chercheurs qui travaillent pour avoir des voitures électriques qui vont être avec des temps de charge beaucoup plus courts. Et puis aussi, ce qui n'est pas forcément toujours évoqué dans cette solution de voiture électrique, il faut aussi parler du recyclage de ces voitures et de ces batteries. Donc après, c'est bien de fabriquer des voitures, mais qu'est-ce qu'on fait après des batteries, de la recyclabilité de ces voitures-là? Mais en tout cas, en tant qu'émission de polluants, ça c'est sûr, il n'y a pas photo entre un essence diesel et un électrique. L'électrique l'emporte la main là-dessus, sur ce point-là en tout cas. Oui, d'ailleurs, il y a Evan qui demandait comment la voiture autonome se rechargera-t-elle? Alors, il y a plusieurs façons de la recharger. D'ailleurs, c'est aussi un petit peu en fonction des constructeurs, en fonction des équipementiers. Il y a plusieurs solutions. Vous avez la borne de recharge classique. Ce qui va changer sur les temps de recharge, c'est la capacité à pouvoir transmettre un courant qui va être fort. Donc, plus on va pouvoir passer un courant fort de recharge, plus court sur la recharge. Ça sera la recharge, pardon. Évidemment, si on passe un courant qui est très fort, il faut que les connecteurs, eux, puissent permettre ce passage de courant sans qu'il y ait une usure, des arcs qui se forment, etc. Et en toute sécurité. Donc, tout l'enjeu est là. Vous avez aussi comme solution de recharge, vous avez des recharges par induction. Aussi, vous avez des solutions là. Donc, vous avez la solution qui est de dire, voilà, on va plutôt recharger une voiture, un peu comme vous avez des petites plateformes pour les téléphones portables, hein, on met le portable dessus et par induction, vous avez la recharge qui est faite. Eh bien, on pourrait imaginer aussi une voiture qui se met à un endroit donné et une plateforme en dessous qui vient de faire la recharge par induction. Ça, c'est aussi des pistes qui sont évoquées. Il y a d'autres pistes encore qui sont évoquées, qui sont de dire que plutôt que de recharger la batterie, on va carrément faire le changement du pack de batterie, c'est-à-dire que vous allez venir dans une station, la voiture va se mettre à un endroit précis, et puis vous allez avoir un petit robot automatisé qui va venir par le dessous et qui va vous changer votre pack batterie et en mettre un autre. Ça, c'est par exemple une piste qui avait été testée en Israël, par exemple. Voilà. Donc vous avez pour le moment plein de pistes. Il semble quand même que la piste des bornes de recharge avec des courants forts pour pouvoir charger la voiture rapidement soit celle qui évolue le plus en ce moment. Anne demande, depuis combien de temps travaillez-vous sur ce véhicule? Oula, ça fait de très nombreuses années qu'on travaille sur ce véhicule. On travaille sur le véhicule autonome depuis la milieu des années 90, où on n'en parlait pas du tout. Et on était parmi, en France, les premiers laboratoires à travailler sur ces aspects-là, à la fois sur l'aspect conceptuel, c'est-à-dire l'aspect un peu plus mathématique, physique, modèle, et puis aussi sur l'aspect applicatif. Donc assez rapidement, on s'est doté de notre propre véhicule d'essai, et on a commencé à faire nos propres essais. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas forcément tous les capteurs qu'on a aujourd'hui. Et c'est vrai que depuis ce qu'on a appelé la Google Car, qui a un petit peu,
lancé tout le monde là-dessus, sur cette course un petit peu aux véhicules autonomes, eh bien maintenant c'est vrai qu'on trouve de plus en plus de capteurs qui vont être de plus en plus intégrés. Il faut savoir qu'en fait c'est souvent le besoin ici qui va créer le capteur, et ces capteurs qui dans un premier temps ne sont pas très intégrés, qui sont assez gros, etc., assez chers, eh bien à terme vont devenir beaucoup plus petits et puis vont coûter moins cher. Et nous ça fait à peu près près de 20 ans, plus de 20 ans qu'on travaille là-dessus sur le sujet. Et Olivier Yoni demande quelle est la différence entre votre voiture et la Google Car ou la Tesla. Alors, la Google Car ou la Tesla, l'avantage qu'ils ont par rapport à nous, c'est que c'est des voitures qui intègrent nettement mieux que nous les capteurs embarqués. C'est-à-dire si vous regardez la Google Car ou la Tesla, etc., ben vous n'allez pas voir, comme vous avez pu le voir ici, les ordinateurs embarqués, les capteurs, etc. Mais bon, du point de vue fonctionnement global, on est à peu près sur les mêmes équipements. La grande différence par rapport à eux, c'est que eux, c'est très bien fait, très intégré, mais nous, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif n'est pas, nous ne sommes pas des constructeurs de voitures, nous ne sommes pas là pour intégrer les capteurs, nous sommes là pour étudier la faisabilité de certaines fonctions d'automatisation et pour voir l'intérêt que peut avoir des capteurs pour ces fonctions d'automatisation et voir comment les signaux qu'on va récupérer, on peut les utiliser à bon escient et voir quelles sont les limites, quels sont les intérêts, etc. Donc on est à peu près sur les mêmes équipements, mais nous on est sur vraiment du véhicule expérimental. Le risque d'accident est-il plus limité ? Alors je suppose que quand on dit plus limité, c'est que par rapport à quand on conduit. Oui, je pense que ça doit être à peu près ça. Oui. Plus limité, normalement, il le sera. Il le sera. C'est l'objectif. Justement, l'objectif, c'est que le véhicule autonome ou automatisé soit plus sûr que celui qu'on conduit. Mais, il ne sera pas avec zéro accident. Parce que même si on sait faire un véhicule qui aura très peu d'accidents, on ne pourra pas garantir le zéro accident. Comme par exemple, on ne se pose peut-être pas trop la question, mais si on prend des métros sans conducteur ou des tramways, enfin, etc. Là, il y a des expériences qui sont menées aussi sur ces aspects-là. Eh bien, même si effectivement, par exemple, dans certaines rames de métro, on dit, bah voilà, c'est très très sûr, eh bien, on ne peut pas garantir le zéro accident. Le niveau d'accident est très 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 faible, mais on ne peut pas garantir ça. Et il faudra imaginer pouvoir prendre un véhicule automatisé, mais se dire que, bah voilà, même si le risque d'accident sera très faible, on ne peut pas garantir que ça sera zéro. Alors, y a-t-il moyen que la limite de vitesse autorisée sur les routes soit augmentée grâce aux véhicules autonomes ? Demande Martin de Nérac. Alors, sur cette question, soit augmentée, ça, c'est pas une question qui relève de moi, parce que là, ça serait plutôt des autorités. Mais, alors je ne vais pas me risquer à parler pour les autorités. Par contre, ce que je peux dire par rapport à ça, si on regarde bien, alors je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est du sud-ouest ou je ne sais pas d'où, parce qu'on a un peu de tout le monde là. Donc, si vous regardez les grandes agglomérations, dans les moments où il y a une densité de trafic qui est très importante, on a automatiquement la vitesse limite qui est descendue en général. C'est-à-dire que vous voyez sur les panneaux qui limitent la vitesse sur les périphériques par exemple, on le voit à Paris, on le voit ailleurs, à Lyon, à Toulouse aussi. Eh bien, d'ailleurs à Toulouse, là, sur le périphérique de Toulouse, c'est toujours limité à 90, tout simplement parce que, pourquoi on diminue cette vitesse ? Parce que intrinsèquement, quand on conduit, on peut avoir une densité de véhicules plus forte sans qu'il y ait de bouchons. Voilà. Donc, si on ne veut pas de bouchons, il faut réduire la vitesse parce que l'homme ne sait pas le faire. Alors peut-être qu'effectivement, mais ça sera des pistes qui sont en cours d'exploration, évidemment que si on imaginait que des voitures qui soient complètement automatisées, alors on pourrait imaginer peut-être des trafics plus denses, à une vitesse plus élevée, on ne sait pas, mais en tout cas ça permettrait de déplacer plus de monde. En cas d'urgence, est-ce que le véhicule automatisé est capable d'accélérer ? Demande Raphaël. D'accélérer en cas d'urgence. Alors, qu'est-ce que l'urgence ? Oui, moi j'aurais dit capable de freiner en urgence. Mais alors, d'accélérer. Alors, est-ce que la question veut dire est-ce qu'il peut se tromper en cas d'urgence ? Alors, ça c'est aussi une question qui est un petit peu délicate.
Est-ce que si j'ai une situation qui va être une situation d'accident où il va falloir prendre des décisions rapidement, il y a un risque de se tromper? Normalement, ceux qui, comme nous, laboratoires, développeurs, constructeurs, développent les voitures, on fera tout pour que ça n'arrive pas. Maintenant, après, est-ce que quand on a par exemple un obstacle sur la route, est-ce qu'il faut s'arrêter? Et c'est la fameuse et l'éternelle question, c'est-à-dire voilà, je suis sur ma voie, j'ai un obstacle qui est devant, il y a un accident, je dois m'arrêter en urgence. Est-ce que je freine et je sais que je vais percuter l'obstacle qui est devant moi, ou alors je vais sur ma gauche, mais je risque peut-être d'avoir un véhicule en face? Ça, c'est des stratégies et c'est des choix qui vont prendre du temps pour pouvoir avoir des solutions, et parce que ce n'est pas uniquement des solutions techniques, c'est aussi des solutions déontologiques. Il va falloir aussi débattre là-dessus. Oui. Et ça, en tant qu'humain, quand nous sommes derrière le volant, eh bien, on a plutôt des réflexes, donc on dit que ben, voilà, c'est l'humain. Il va y avoir très certainement des grands débats, en tout cas juridiques, et puis aussi sur le côté aussi de la loi par rapport à ça. Oui. Oui. Que se passerait-il en cas de panne sur un capteur, demande Robin. Alors, en cas de panne dans un capteur, ça par contre, ce sont des pistes sur lesquelles nous travaillons directement aussi. Ça s'appelle ce qu'on appelle de la reconfiguration. C'est-à-dire que quand on a des capteurs qui sont intégrés dans la voiture, eh bien ces capteurs n'ont pas qu'une seule fonction. Ils peuvent permettre, à travers une mesure, de pouvoir permettre différentes fonctions. C'est ce qu'on appelle aussi, après, la redondance d'information. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a une mesure, il faut s'arranger pour que cette mesure puisse provenir d'un capteur, mais aussi peut-être de l'association d'autres capteurs pour avoir ce qu'on appelle plusieurs fois la même information. Pourquoi il nous faut ça? Justement parce que si jamais il y a un capteur qui tombe en panne, eh bien, on va pouvoir relayer quand même, prendre le relais pour pouvoir avoir quand même l'information. Et si jamais ces fonctions ne sont pas des fonctions qui sont importantes pour la conduite, primordiales, eh bien, et qu'on n'a pas besoin de doubler ces informations, eh bien, quand ça sera en panne, ça nous dira juste, attention, ce capteur est en panne, mais vous pouvez quand même aller terminer votre mission, vous pouvez aller jusqu'à la fin de votre mission, et dans ce cas-là, on vous dira, eh bien, il va falloir changer ce capteur parce qu'il est en panne. On va pouvoir le détecter automatiquement qu'il est en panne. Oui. Alors, Jean-Nicolas demande, est-ce que la voiture autonome sera plus écologique que les voitures actuelles? Alors, si on le prend sur un plan émissions de polluants, la réponse est sûre que si on parle de véhicules électriques, ça c'est sûr que oui. Si on le place sur le plan de comme j'ai évoqué tout à l'heure, sur le plan des batteries, là il faudra voir, parce que les batteries, il va falloir savoir comment les utiliser, comment les produire. Hein. Si vous voulez si vous voulez par exemple des batteries qui vont stocker beaucoup d'énergie, qu'on va pouvoir utiliser, recharger souvent, etc. Souvent, les batteries qu'on voit embarquées, ce sont des batteries qui impliquent du lithium pour le moment. Et alors, le lithium, il y en a, heureusement, sur la planète, il y en a encore beaucoup. Mais c'est quand même, voilà, si après on imagine qu'on augmente considérablement le nombre de voitures, quels vont être les effets écologiques derrière? Parce que le lithium, il faut l'extraire. Il y a la Chine, il y a aussi en Amérique du Sud, mais pour extraire ce lithium, c'est pas forcément super écologique. Donc, si on prend dans sa globalité la construction, la vie, la durée de vie et le recyclage des voitures, c'est pas aussi évident que ça. Mais sur le côté, par contre, sur le côté pollution dans les villes, nuisances sonores, parce que ça je l'ai pas évoqué encore, nuisances sonores, ça c'est intéressant d'avoir des voitures électriques dans les villes, oui. Avec quel industriel travaillez-vous? Demande Dorian. Alors, on travaille avec pas mal d'industriels. On a travaillé avec Renault. Là, on a terminé un projet. On travaille avec Goodyear. Donc, on travaille avec constructeurs de pneumatiques parce qu'évidemment, le pneumatique est important. C'est quand même à travers le pneumatique que la voiture reste sur la route. Elle peut suivre la bonne trajectoire, qu'on va avoir plus ou moins de résistance au roulement, donc on va consommer plus ou moins. Donc, il y a plein d'enjeux aussi qui sont intéressants là-dessus. Et puis on a aussi, alors ça c'est le côté voiture, et puis on a aussi des partenaires industriels dans le domaine aéronautique,
parce que quand on a un avion qui est au sol, eh bien, c'est pareil, on a des fonctions d'automatisation qui sont en train de se mettre en place. On a aussi l'avion électrique, alors ça fait penser à quand on était tout petit, hein, les avions électriques, mais l'avion deviendra de plus en plus électrique aussi. Et donc là aussi, il y a à peu près des problématiques qui ne sont pas très éloignées. Et donc on travaille aussi, nous, avec Airbus, on a travaillé avec Dassault, avec des gens comme ça. Oui. Quelles études doit-on faire pour travailler sur ce sujet, demande Michel. Alors pour travailler sur ce sujet, il y a l'avantage du véhicule autonome, c'est que c'est très intéressant parce que c'est très transversal. Alors, si on va aller sur le véhicule autonome, pour ce qui nous concerne, nous, alors on est plus... Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que là, je pense que je vais leur faire plaisir, à tous les lycéens qui nous suivent, hein, c'est qu'il faut faire beaucoup de maths et de physique. Voilà, je suis désolé, hein, mais derrière, il y a des équations, il y a des repères, etc. Donc, ça va des métiers de la mécanique. Moi, je suis moi-même automaticien. Donc, c'est moi qui, avec l'équipe, on développe des lois de commande pour commander la voiture. Donc, il y a mécanique, automatique. Il y a informatique. Pour ceux qui s'intéressent plus, par exemple, sur les batteries, c'est la chimie, les matériaux, l'acoustique. Donc, l'avantage dans ce milieu-là, c'est qu'on peut vraiment s'épanouir à travers les futurs véhicules autonomes dans différents métiers, mais quand même, où effectivement, en tout cas sur ce qui nous concerne là, ce qu'on a vu aujourd'hui, voilà, mécanique, automatique, informatique, même mathématiques, hein, on est en collaboration avec des laboratoires de mathématiques, on a besoin d'algorithmes, d'optimisation. Donc oui, on a besoin de toutes ces compétences-là. Denis demande juridiquement qui est responsable au cas où un véhicule autonome provoque un accident. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question et il y a un grand débat à la fois national, européen, justement, pour débattre de cet aspect juridique. Puisqu'une voiture autonome n'est pas une personne en tant que telle, donc elle n'est pas considérée comme responsable. Et donc, il y a tout un débat qui est mené en ce moment pour justement voir comment on pourra tolérer des véhicules autonomes dans la circulation dans les prochains temps. Au jour d'aujourd'hui, tous les essais que vous voyez sur la route qui sont faits par les constructeurs, etc., c'est sur dérogation particulière avec des voitures qui sont des voitures prototypes, qui ont eu des autorisations de l'État et qui sont autorisées à rouler. Elles sont en général, elles peuvent être repérées parce que ce sont des plaques d'immatriculation particulière, avec des plaques en général en W, c'est-à-dire en W au milieu, qui veulent dire véhicule d'essai. Et pour le moment, c'est ça. Mais le débat est lancé, là, et donc les personnes qui sont impliquées dans le domaine de la loi sont en train de débattre et de trouver, justement, d'adapter, en fait, les règles pour pouvoir, justement, autoriser des véhicules autonomes sur la route. Oui. Combien de personnes travaillent dans votre équipe ? Alors, dans mon équipe, directement, c'est à peu près une vingtaine de personnes. Au niveau de l'université, on est à peu près entre 40 et 50 personnes, dans différents domaines. Ça inclut même, d'ailleurs, parce qu'on n'y pense pas forcément, ça inclut même les sciences humaines et sociales, parce que justement, on parlait de l'histoire de l'acceptabilité, l'histoire de la perception. On collabore aussi avec des gens qui travaillent dans le domaine de la mobilité. Alors eux, c'est leur domaine, ils regardent un peu les flux, et en fonction de ça, nous, on essaie d'établir des stratégies. Donc chez nous, oui, une vingtaine de personnes, et puis sur l'université, on a à peu près entre 40 et 50 personnes qui travaillent sur ce sujet-là. Oui. Anne demande comment le véhicule autonome va-t-il modifier la société ? Ça, c'est une question qui est très bonne et très intéressante. Je l'ai un peu évoqué dans le reportage, hein, c'est vrai que... Alors, ce véhicule autonome, effectivement, il va modifier beaucoup de choses. Il va modifier beaucoup de choses parce qu'on l'a un petit peu évoqué. On a un projet, par exemple, qui est vraiment dédié aux personnes à mobilité réduite. Alors, mobilité réduite, ça veut dire des personnes qui ont un handicap. Ça peut être une personne âgée, ça peut être une personne handicapée, etc. Et donc, on voit qu'on peut arriver à complètement changer la perception des choses et leur permettre, par exemple, de rester chez elles beaucoup plus longtemps, être plus autonomes. Puisqu'elles ne sont pas dépendantes d'autres personnes qui sont obligées d'aller chercher leurs courses, etc., par exemple. Donc, effectivement, sur le plan de la ville, sur le plan de l'usage, ça va modifier énormément de choses. Ça va aussi changer les choses parce que on le voit à travers des expériences comme Blablacar. Chez les jeunes aussi, c'est beaucoup plus courant que, par exemple, pour moi, mais même si je m'y mets aussi. Eh bien, c'est ce qu'on voit comme Blablacar avec des conducteurs. On pourrait aussi l'imaginer en Blablacar sans conducteur à terme. Et donc, ça veut dire que
Maintenant, si on réfléchit un peu plus loin que ça veut dire que est-ce qu'on va continuer à avoir notre propre véhicule personnel? Pas du tout sûr. En tout cas, en ville, c'est presque sûr que non. Parce qu'en fait, en ville, on voit bien, c'est très difficile de circuler, etc. Donc, on pourrait imaginer des véhicules peut-être qui sont individuels pour ceux qui le souhaiteront, partagés pour ceux qui le souhaiteront. En tout cas, utilisés de manière complètement différente. On pourra demander des véhicules autonomes quand on le souhaitera. Par exemple, si on veut sortir le soir et puis qu'on a envie de faire la fête, justement, on parlait tout à l'heure de l'alcool, si on a envie de faire la fête sans forcément boire que du jus d'orange, bon voilà, eh bien, on va pouvoir peut-être d'abord demander un véhicule qui va nous emmener sur le lieu de la fête à l'aller, et puis on va réserver un véhicule qui vient nous chercher quand on repartira. Et ça sera peut-être pas le même véhicule. Ce sera un autre véhicule qui aura fait d'autres choses entre-temps. Donc ce véhicule, on voit bien, ça sera complètement modifié, ça va complètement modifier la vie en ville, et puis aussi dans les usages, donc dans la vie réelle. Donc voilà. Alors, il nous reste 2 minutes, il y a encore pas mal de questions. Alors, je vais essayer d'être plus court, on va essayer de faire court. D'accord. Les questions par oui, par non. Alors Martin de Nérac demande quel projet après le véhicule autonome? Pour nous, alors les projets, alors on a, comme j'ai évoqué rapidement, on a aussi beaucoup de projets dans le domaine des avions aussi, des avions. Vous savez, j'ai pas évoqué, ça sera peut-être un autre débat, mais on est en train de regarder aussi des choses sur les drones aussi qui explosent aussi là-dessus. Voilà. Et alors, est-ce que ce système autonome peut être utilisé sur un autre véhicule, comme le camion? Oui, tout à fait. Par contre, il y a quand même des particularités sur le camion qu'il faut prendre en compte. Et là, nous, c'est vrai qu'on n'a pas trop travaillé sur le camion, en tout cas sur certains aspects physiques, mécaniques, mais oui, il y a certaines choses qui peuvent être mises dessus. Oui. D'accord. J'ai vu que sur le côté de votre voiture est marqué Artemips. C'est son nom? Demande Sylvie. Oui, c'est son nom, Artemips. Et c'est un étudiant qui l'a trouvé, parce que le laboratoire s'appelle MIPS, et puis Artemips, ça fait référence à... Artemis. Ah oui, Ouais. ah oui. Ah oui. Et donc, il y a des Mulhousiens qui nous suivent là. Donc, cette question, on l'avait déjà trouvée. Ah, peut-on faire un tour dans votre véhicule autonome pour les portes ouvertes de l'UHA le 17 février? Tout à fait, c'est prévu. Voilà. C'est court, je ne peux pas faire plus court. Non, c'est bien. Bon, eh bien, encore une question. Est-ce qu'un jour, il n'y aura que des voitures autonomes? Demande Martin. Oh, je pense que si on regarde avec un horizon lointain, la réponse, en tout cas en ville, je pense qu'en ville, la réponse est quasiment oui. Après, c'est vrai que pour les déplacements intercités, etc., on a encore... alors, c'est vrai qu'on a encore du plaisir à conduire sa voiture. Je dis on a encore du plaisir parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de radars aussi, et ça c'est un petit peu embêtant. Mais c'est nécessaire pour la sécurité, bon, il faut quand même l'avouer aussi. Donc effectivement, je pense que le véhicule autonome, ça sera quelque chose d'intéressant pour réduire les accidents, pour améliorer la sécurité des gens. Évidemment, pour ceux qui aiment conduire, eh bien, ça sera un peu plus embêtant, mais il y aura des circuits pour ceux qui aiment vraiment piloter. Il va y avoir des circuits qui sont faits pour ça, quoi. Oui. Donc voilà. D'accord. Merci, professeur Basset. Merci beaucoup. Merci à ceux qui nous regardent. J'espère au moins que j'aurais pu apporter certaines réponses précises à leurs questions. Puis s'ils ont d'autres questions, eh bien, ils peuvent aller sur le site de l'UHA, ils peuvent me retrouver, ils vont pouvoir trouver mon nom, donc ils peuvent toujours envoyer des emails. D'accord. Et vous pouvez retourner dans quelques jours sur ce même site internet pour revoir la VOD. Et je vous propose aussi de peut-être voir le programme complet de nos Sciences on tourne sur le site internet cdansl'air.fr. Et puis peut-être à jeudi, parce qu'il y a un prochain Sciences on tourne sur les polluants aquatiques. Donc à 14h jeudi, voilà. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.